Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Kiosque. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Nous sommes là avec les chroniqueurs afin de chercher, en tout cas tenter de vous éclairer. Et je sais que c'est une émission particulièrement suivie par nos amis martiniquais, guadeloupéens, guyanais, mais aussi ceux qui nous regardent depuis Facebook, la communauté Facebook, et ceux qui nous regardent depuis Paris, la diaspora, tout ça. Donc voilà, je vous salue. Le vendredi, nous sommes jeudi, vous êtes en direct sur Facebook. L'émission est diffusée sur la télé normale le vendredi à 20h, le samedi matin à 10h, non, le samedi 18h, pardon, et le dimanche matin à 10h, voilà. Et puis d'autres diffusions au courant de la semaine, vers minuit, enfin pour ceux qui travaillent la nuit. On les remercie d'ailleurs pour tous les mails qu'ils nous envoient. Bonsoir, Maître Philippe, ça va bien? Oui. Tu es nommé où ce soir? Enfin, hein, je l'ai invité. Valérie. Il n'arrête pas de réclamer ça en plus. C'est pas sérieux. Qu'il continue dans cette optique, c'est pas. Alors que toutes les femmes ont les plus hauts postes maintenant. Tout à fait. Oui. Présidente de l'Assemblée nationale, Premier ministre, et M. Tara continue comme ça. Bravo. Je suis simple enseignante. Mais c'est Mais très Philippe, important. ce que tu as oublié, tu as parlé de là-bas, la France, mais en Martinique. Le recteur, la rectrice, c'est une femme. Tout à fait. Même sur ça aussi. Procureur dans la République. En madame. Oui, bien sûr. Comment veux-tu qu'on s'en sorte avec tout ça? Entouré de femmes partout. De l'autre côté. Voilà, elles sont partout maintenant. Alors il faut être humble, n'est-ce pas, et faire attention. Voilà, très bien. Bonsoir Michel Bonchy, rédacteur en chef du journal Justice. J'ai oublié de vous apporter le journal, mais bon, effectivement, notre émission, provoque en tout cas des réactions, puisque partout où je passe, Tu as oublié de l'emmener, mais nous le diffusons quand même, tu vois. Oui. Tu as vu, il est à l'antenne, là. Congrès des élus martiniquais. Effectivement, nous avons consacré l'éditorial du journal à la question du Congrès des élus. On en parlera ce soir longuement. Voilà. Donc, merci beaucoup Michel, rédacteur en chef du journal Justice qui a 100 ans, et Michel, prof de karaté, je ne sais plus combien de dan. 10 dan, c'est ça? Pour le moment, 6e dan. 6e dan. Bonsoir Valérie Vertal-Loriot, merci d'être avec nous. Bonsoir à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs. Toujours un plaisir d'être là. Voilà, une semaine qui commence à s'achever, mais ça va en tout cas. J'allais dire rédacteur, non, pas du tout, mais en tout cas, prof d'histoire au géo. Oui, prof d'histoire-géographie au lycée Schellcher et puis engagé en matière syndicale. Oui, tu es secrétaire. Secrétaire académique du SNES Martinique, c'est un syndicat des enseignements du second degré. Un syndicat sérieux qui travaille, qui a beaucoup d'adhérents ou c'est bof? Non, nous sommes la première organisation du second degré. Voilà, et au-delà du nombre d'adhérents, on travaille vraiment pour tant les adhérents que les non-adhérents non plus, parce que nous sommes élus par la profession et pas seulement par nos adhérents. Voilà. Je souhaitais te l'entendre dire, en fait. C'est pour ça que je n'ai pas essayé de dire quoi que ce soit. Alors, bonsoir Charles. Alors, les profs sont sur le même banc. Hein. Oui. Alors, il y a Maître Philippe Saint-Cyr en face, hein, qui a été aussi enseignant, mais de l'autre côté, c'est le campus, c'est Visio, c'est tout le monde, le post-bac. Et voilà, les profs sont sur le même banc. Absolument. Bonsoir Charles, merci d'être là. Merci de l'invitation et de la même discipline. Oui, en plus. Pas le même lycée, comme quoi les historiens géographes s'intéressent beaucoup à l'actualité. Et merci pour l'invitation. Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous accueillir chez vous. Et voilà, là je crois que j'ai aussi, voilà, le progressiste, je suis rassuré, le progressiste représentant, et contributeur au progressiste pour le PPL. Alors, je ne sais pas qui nous l'a envoyé cette semaine, Manuela ne me l'a pas dit, mais j'ai une pensée aussi pour notre ami qui faisait l'émission avec nous. Daniel Compère. Est-ce que c'est Daniel qui l'a envoyé? Est-ce que c'est toi? Je ne sais pas. Mais Daniel, il faut nous l'envoyer régulièrement, pas une fois par mois, quoi. On passe... voilà, Daniel Compère. Oui, tu voulais dire quelque chose, Philippe? Non. D'accord. Excuse-moi, je t'ai peut-être interrompu. Non, du tout. Je disais, je remercie les téléspectatrices et téléspectateurs de nous recevoir chez eux. Et puis nous allons tenter d'apporter des éclaircissements. Mais moi aussi, je vais apprendre. Parce que je viens ici non seulement pour
pour partager ma manière de voir l'actualité, mais aussi pour apprendre, parce que avec le talent des chroniqueurs, j'apprends beaucoup. Je prends des notes, tu as remarqué? J'ai remarqué. Alors là, je vais enfoncer une porte ouverte. Vous êtes tous les deux enseignants, vous savez, mais comme on a reçu ça ce soir, juste pour dire ça à nos amis téléspectateurs, la rentrée de l'année prochaine, enfin la rentrée scolaire de 2022-2023, la pré-rentrée des enseignants le mercredi 31 août 2022. C'est un petit peu tôt ça, hein? C'est-à-dire que le calendrier scolaire est voté lors d'une instance qui s'appelle le CEN, le Conseil de l'éducation nationale, et à l'occasion du vote de ce calendrier, la plupart des organisations syndicales se sont abstenues parce que, voilà, on le dit chaque année que concevoir une rentrée en août, et particulièrement sur un territoire comme le nôtre, hein, qui est soumis aux aléas climatiques, etc., n'est pas acceptable et qu'on s'opposait de toutes les façons, de manière presque systématique, à une rentrée en août, même si le reste du calendrier est plutôt fait convenablement, parce que des fois on sort le jeudi, le mercredi, etc. C'est pas terrible. C'est en fonction aussi beaucoup en Martinique de notre calendrier religieux, hein, même si on est à l'école laïque. Mais là, on n'a pas pu voter ce calendrier, mais naturellement, on n'a pas été entendu. Alors vous êtes peut-être trop jeune pour connaître les anciennes rentrées qui étaient... Peut-être Philippe et puis Michel se rappellent de cette époque où on était obligé des fois de reporter par rapport au cyclone. C'était en septembre ou en octobre, les anciennes rentrées. C'était début octobre, la rentrée de de votre époque. Oui, octobre. Début octobre, c'est ça. Mais vous allez en classe jusqu'au 14 juillet. Oui, c'est ça. Ouais, alors que là, c'est vrai, les vacances ne sont pas finies. Vous n'avez pas fini de savourer vos vacances, que vous devez déjà faire votre pré-rentrée. Non, mais le souci aussi, c'est par rapport aux grandes vacances, c'est la suite universitaire. Hein. Quand il y a des jeunes qui aujourd'hui partent de plus en plus souvent en France hexagonale, ils sont obligés de caler les vacances. Alors, ce sont les vacances nationales. Hein, donc pas toutes, puisqu'il y a différentes académies et puis différents groupes, il y a les A, B, C, etc. Mais bon, c'est pas un jour non plus, entre le 1er septembre, qui aurait changé la face du monde non plus. Hein. Donc, voilà, oui. Et puis, il y a tellement d'obligations aujourd'hui, de nombre de semaines de cours travaillés par rapport au nombre de semaines de cours non travaillés, de nombre de jours pour respecter un certain rythme. Ça répond à beaucoup de choses. Il ne faut pas croire que ce soit juste un calendrier et puis on le vote. Il y a vraiment beaucoup d'obligations derrière qui font que, voilà, il est sorti comme ça, malgré l'opposition des organisations syndicales. Que nous avons bien noté. Alors, la rentrée scolaire des élèves, c'est le jeudi 1er septembre 2022. Alors, la Toussaint, du 22 octobre au lundi 7 novembre. C'est pas mal, ça? C'est 2 semaines. C'est 2 semaines. C'est devenu 2 semaines depuis François Hollande. D'accord. La Noël, là, du samedi 17 décembre au mardi 3 janvier. Ça aussi, c'est classique, je crois. Hein, oui. C'est 2 semaines, et semaines, puis hein. en général, il faut que ça encadre les jours fériés, quoi. Ouais. Donc, le carnaval, du samedi 11 février au lundi 27 février. Il tombe tôt, hein, cette année. Ouais. Alors, Pâques, c'est du samedi 1er avril au lundi 17 avril. Et le début des grandes vacances 2023, le samedi 8 juillet. Et cette année, vous partez quand, cette année, là, en 2022? C'est le 7, il me semble. Le 7, d'accord, donc c'est à peu près pareil. En sachant que, le 7, c'est la sortie officielle. Cependant, particulièrement quand on est prof de lycée, il y a les oraux de rattrapage, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Les classes pour les examens, tout voilà, ça. Il y a l'organisation des établissements pour les examens. Et bien souvent, au-delà du 7, on a des oraux à faire passer, etc. Et des délibérations. C'est du travail, aller en délibération dans les établissements, harmoniser, etc. En tout cas, nous sommes contents d'avoir ce calendrier. Ça nous permettra de programmer des croisières, des choses en temps et en heure. Voilà. Parce que c'est vrai que les gens disent, ouais, vous faites des croisières, les profs ne sont pas en vacances, ils ne peuvent pas partir avec leurs enfants, ceci, cela. Donc là, avec ça, on va pouvoir je pense surtout travail. Ce sont les parents qui attendent que les vacances puissent permettre à ceux-ci de prendre leur congé et partir avec leurs enfants. Voilà, c'est ça. Parce qu'ils ne veulent pas ne pas envoyer les enfants à l'école pour partir en croisière. Donc les parents sont des gens sérieux. Hein. Ils ne souhaitent pas que les enfants perdent quelques jours d'école. Bien, alors, la CTM lance la procédure pour le choix d'un drapeau et d'un hymne. Alors, aujourd'hui, on va parler beaucoup de la CTM, ne m'en veuillez pas.
Le congrès des élus de la Martinique, ce sont des points qui m'ont été rajoutés au dernier moment. Mais oui, vous ne oui, savez pas, c'est- c'est pour ça que je le dis là rapidement. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Le festival de Fort-de-France et les députés de la Martinique, de Martinique. On parlera peut-être du non-cumul des mandats. Donc, on commence par les élus. Le congrès, peut-être, vous êtes plus Oui. avec Charles qui... Congrès, oui, bien sûr. Le congrès des élus, alors la Martinique parle d'une seule voix. Le congrès des élus, c'est l'occasion pour tous les élus, les maires, les parlementaires et les conseillers territoriaux de se retrouver autour de la volonté de laisser la population s'exprimer. Il faut voir ça comme ça. Alors le diagnostic, il est très rapidement dressé. On a des conditions géopolitiques exécrables avec la guerre qu'il y a en Ukraine. C'est pas prêt de s'arranger. J'ai entendu le président dire qu'il ne faut pas que la Russie gagne. Et j'ai entendu le président russe dire qu'il n'arrêtera pas la guerre tant qu'il n'aura pas soumis l'Ukraine. Donc on est peut-être parti pour longtemps. Deuxième élément, on voit le gouvernement empêtré dans une difficulté pour constituer un gouvernement efficace. Alors bon, certains disent que c'est tant mieux parce que c'est le choix de la population d'envoyer plusieurs personnes, plusieurs sensibilités à l'Assemblée nationale. D'autres disent qu'il valait mieux qu'il y ait une majorité pour pouvoir se battre frontalement dans la rue par les manifestations, etc. Ceci étant dit, la conjoncture est compliquée. Et avoir un interlocuteur, tant que le gouvernement n'est pas installé avec possibilité de travailler sereinement, ça sera compliqué. Donc nous devons effectivement nous retrouver face à nos propres responsabilités, notre propre calendrier. Troisième élément, on a un manque de moyens. Michel Branche, il l'a toujours dit, et je le confirme, manque de moyens, que ce soit du point de vue des outils réglementaires, normatifs, financiers, enfin on n'a pas d'impôts. Qu'est-ce qu'il nous reste, Michel? À part l'octroi de mer, la taxe sur les cigarettes, je ne sais même pas, on a perdu l'assiette foncière. Oui, on a perdu la taxe foncière. On a perdu la taxe Qui a foncière. été transférée aux EPCI. Voilà. Et Donc, ça a été remplacé par, d'une manière générale, ces dernières années, on a remplacé toute une série d'impôts qui étaient fixés par les élus par des fractions de TVA qui sont délivrées par le gouvernement. En gros, on a diminué, ce qui est d'ailleurs contraire à la Constitution, l'autonomie fiscale des collectivités. c'est ça. Autrement dit, ce sont des dotations que l'État accorde, mais ces dotations-là ne sont jamais équivalentes à ce que, les impôts permettaient d'obtenir. Il y a l'inflation. Les dotations ne bougent pas, l'inflation continue. Non seulement les dotations ne bougent pas, mais nous sommes frappés par... Il y a un rapport de la AFD qui date d'à peu près 4 ou 5 mois, à mon avis, qui devrait être la Bible des élus du Congrès, qui décrit très précisément le fait que ces dernières années, l'autonomie fiscale, de manière générale des collectivités territoriales, en particulier des communes, a diminué et que c'est l'augmentation des impôts locaux qui a permis aux collectivités de faire face à leurs obligations. Bon, donc, il y a eu ça a commencé sous Hollande, mais surtout il y a eu une diminution, je répète, de l'autonomie fiscale, qui est un principe inscrit dans la Constitution, l'autonomie fiscale des collectivités. C'est-à-dire que c'est une conquête, vous qui êtes des historiens, c'est une conquête de la Révolution française. La Révolution française, contre le roi, a décidé que c'est le peuple qui décide de la fiscalité. Et par conséquent, l'impôt, aussi à tous les niveaux de décision, en particulier dans le premier niveau de démocratie, c'est-à-dire la commune, eh bien, c'est le peuple qui décide. Or, on a enlevé progressivement cette capacité avec M. Macron. Voilà. Et pour continuer, il y a un gap d'environ 200 millions d'euros pour les territoires outre-mer. Pour les 200 millions d'euros, il manque, c'est beaucoup pour une... donc, les problèmes
Pouvoir d'achat, hausse des prix, hein, ça c'est un facteur majeur. Quand on voit, il y a un problème de pouvoir d'achat, on voit que l'impossibilité pour nous, par la démocratie par la diplomatie territoriale, la possibilité pour nous de commercer avec nos voisins, on n'en a pas immédiatement le droit. Il faut bien évidemment l'autorisation du ministère des Affaires étrangères. L'isthme américain n'est pas loin, l'Amérique du Nord n'est pas loin. Aujourd'hui, tu as des amis plaisanciers. C'est 45% de taxes pour faire venir un bateau des États-Unis ou alors de Trinidad. 45% de taxes, alors que c'est à côté, là. Et pourquoi? Donc, il y a nécessité. La possibilité que nos territoires, puisqu'on peut bénéficier de la technologie européenne, nous sommes département français et donc région européenne. La technologie, nous l'avons du point de vue de notre situation, carrefour entre l'Europe et l'Amérique. Et possibilité aussi de transformer les matières premières et agricoles de nos voisins pour en donner une plus-value, de manière à créer une sorte d'efficience globale, une synergie, j'ai envie de dire, améliorative, et créer ainsi une petite croissance dans les territoires. Ça, on ne peut pas le faire non plus, parce que tout est compliqué du point de vue de... Ce qui crée le mal-développement, le fameux mal-développement. On dit mal-développement. Effectivement, on n'est pas sous-développé. Mais c'est un mal-développement parce que le niveau de vie de la Martinique est artificiel. Que crée-t-on véritablement comme richesse? Il faut se poser des questions. Les gens qui ne sont pas de mouvement politique, mais qui parlent de langage du ventre, ou qui parlent de posture alimentaire, on attend tout de la France. Nous, on a besoin de dignité aussi. Et ce mal-développement-là fait qu'on a une économie de comptoir, on va au supermarché, on achète tout, on chasse avec la carte bleue. Et puis, que crée-t-on véritablement? Et ça, lors de son discours, Serge Letchimy l'a dit, il faut absolument de la dignité, il faut aussi qu'on puisse créer une activité économique endogène, des problèmes de santé, des problèmes de démocratie économique. Hein. On a de grands groupes, on est un petit territoire, on a de grands groupes qui s'accaparent l'économie avec le reste de la population qui a les miettes. Et les petits entrepreneurs savent comment ça se passe. Hein. On est client d'un grand groupe, on vend ses fruits et légumes, mais le propriétaire du grand groupe en question vend aussi des voitures. Quand votre 4x4, quand elle commence à rouiller, on vous conseille vivement pour continuer de bénéficier des achats de vos produits. Vendre des voitures, vendre des pneumatiques. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Non, mais c'est une réalité. Hein, c'est la situation de monopole. Michel peut mieux parler en tant qu'économiste, il va mieux parler que moi de ça. Tout à fait. Et puis, bien évidemment, oligopole. C'est un petit nombre d'entreprises qui contrôlent le marché et qui, au fond, se mettent d'accord. Voilà. Et on va en revenir, parce que j'ai reçu une offre d'Orange qui me permet de doubler mon gigaoctet pour le même prix, comme par hasard. Ici, Carl Paolo l'avait annoncé. Heureusement, l'arrivée de fruits a débloqué les choses. Voilà. Non, mais il y a des questions à se poser. Ça veut dire que c'était possible d'avoir ces prix-là déjà depuis longtemps. Alors, on a bien sûr des risques climatiques qui sont spécifiques à la Martinique. Quand on parle de risques climatiques, mais des risques, que ce soit tectonique, que ce soit le ruissellement. On a un territoire qui est complètement différent de... Je finis rapidement. Les stupéfiants, les armes, la criminalité, une atmosphère anxiogène, je te remercie. Et puis la démographie qui est en train de diminuer. Voilà le bilan. Alors pourquoi un congrès des élus? C'est parce qu'il y a donc dans cette volonté-là la possibilité de créer une commission ad hoc qui sera composée donc de 9 conseillers de l'Assemblée, un conseiller territorial, si je ne m'abuse, 5 maires et 2 parlementaires, qui iront à la rencontre de la population martiniquaise, mais toutes les sphères, toutes les franges de la population martiniquaise, y compris les personnes âgées, y compris les jeunes, y compris les corps intermédiaires, ce qu'on appelle les forces vives. Je veux parler des entrepreneurs, je veux parler des syndicats, pourquoi pas les associations religieuses. Enfin, on est prêt à aller écouter tout le monde, les souffrances de tous, et puis voir comment il y a possibilité de proposer des outils pour régler les problèmes, outils bien sûr réglementaires, normatifs, financiers, statutaires, pourquoi pas. Et puis donc tu vois que le congrès des élus, c'est avant tout la volonté de régler les problèmes et adossé à ce congrès, bien sûr la question
du drapeau et de l'hymne, puisque ce sont des... Alors, on va parler du drapeau tout à l'heure, mais sur le congrès, qu'est-ce que tu penses de ce congrès, Charles a parlé tout à l'heure des conditions géopolitiques. Moi, j'ai plutôt envie de m'arrêter un petit peu sur les conditions politiques françaises, là, en ce moment. Il a un petit peu évoqué, mais il faut se dire qu'on est dans des temps extrêmement difficiles en termes politiques, avec cette histoire d'absence de majorité absolue, etc. Et quand on est dans des conditions idéales, entre guillemets, parce que, bon, moi, sur cette affaire, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose de positif et que ça va forcer l'exécutif à échanger et à ne pas ne pas imposer, comme il l'a fait pendant ces 5 dernières années. Mais en tout cas, quand les choses sont idéales pour un gouvernement, ils oublient toujours les DOM. C'est-à-dire que dans le secteur que je représente, l'éducation, on a toujours l'impression qu'on se dit, on met en place une législation et puis on se dit, mince, ça marche pas pour les DOM. Moi, je prends juste un exemple assez récent dans l'actualité, quand on a parlé des températures qui montaient en France. Mais nous, c'est toute l'année qu'on a ces températures-là dans les établissements, dans certains containers où il n'y a peut-être pas la clim qui ne marche pas, etc. On est dans des conditions exécrables. On a beaucoup parlé de la chaleur en France, mais bon, je crois qu'il faut aussi être en capacité de discuter de ce qui se passe chez nous. Et ce congrès des élus va donner l'occasion de parler de nous-mêmes, de faire pour nous-mêmes, de travailler pour nous-mêmes et on espère de mieux fonctionner. Mais bon, au-delà, en tant que citoyenne de base, moi je me dis, j'espère qu'il ne s'agirait pas seulement de discuter, parce qu'on a besoin de solutions, de vraies solutions pour ce territoire-là, et on a besoin de spécificité. Il y a des gens qui n'aiment pas trop ce mot-là, mais on en a besoin. On n'est pas un territoire comme les territoires de la France hexagonale. C'est pas la même chose. Donc, et on a des spécificités qui font que, on a aussi des handicaps structurels qui font qu'avec notre taille, par exemple, qui fait que économiquement, on n'a pas les mêmes possibilités. Donc, il faut qu'on puisse avoir un certain nombre de leviers pour pouvoir décider différemment pour avancer dans ce pays. Ok. Alors, Philippe, ce congrès réuni, est-ce que tout ce qui va être décidé peut être accepté par l'État français? Bon, n'allez pas trop vite. Hein. Bon, ça c'est voir le résultat. Non, mais moi ce que je trouve excellent, c'est cette approche qui est faite. On n'entre pas dans le droit, article 73, article 74, ou quelle est liste, c'est pas ça. Du tout, parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que le droit. Il n'y a pas longtemps, je crois qu'un de mes chroniqueurs, tout près de moi, disait que les juristes, n'est-ce pas? Bon, on va prendre suspension. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une approche globale, générale, c'est-à-dire il faut voir ce que nous sommes, changer le regard de nous-mêmes sur nous-mêmes, peut-être, parce qu'on est peut-être trop assimilés et on ne se voit pas directement, on se voit à travers, n'est-ce pas, l'autre. Et en même temps, faire en sorte que on fait la liste des problèmes et on invente, dans les deux sens du terme, on invente les outils, les procédures. Et on ne s'enferme pas du tout dans des cadres juridiques. Et je crois que cette vision-là, d'entamer une réflexion globale, générale, avec nous-mêmes, avec la population, c'est une excellente chose, ok? Et pendant longtemps, quel sera le résultat? Je n'en sais rien. Mais je pense que l'État, comme vous l'appelez l'État français, il sera bien obligé de constater les originalités et les différences qu'il y a et les façons de traiter les problèmes. Nous sommes un territoire, effectivement, tout à fait original. Nous ne sommes pas assimilables, n'est-ce pas, à un territoire hexagonal. Donc, il faut aller dans cette vision-là et ne pas s'enfermer dans des clarifications juridiques ou politiques. Et je pense que cette démarche, moi, j'y souscris totalement. Merci, professeur. Michel, oui, à ton avis, l'État va... Sur la démarche qui consiste à la fois à consulter
les acteurs, c'est-à-dire les élus politiques, et les acteurs sociaux, les socioprofessionnels, et essayer d'élargir cette consultation à ce qu'on appelle la population, avant d'avancer des solutions, mais il faudra y arriver quand même. Hein, parce qu'à un moment donné, il faut dire bien qu'il y ait une traduction institutionnelle. Je prends l'exemple, tu as cité tout à l'heure la question fiscale. Eh bien, il faudra bien qu'il y ait une traduction institutionnelle. Oui ou non, on donne à l'entité collectivité de Martinique plus de pouvoir fiscal qu'elle en a maintenant. Bon. Et cela passe, tu m'excuses, par des considérations à caractère juridique. Bon. Le juridique ne commande pas le politique, c'est le politique qui commande le juridique. Bon. Mais ceci dit, il y a une question que tu as posée tout à l'heure qui est et le gouvernement français. Or, la question que tu poses est une vraie question. C'est que nous devons bien sûr balayer devant notre porte. Vous avez raison. Il faut voir clair en nous-mêmes. Il faut nous affirmer nous-mêmes. Ça, c'est important. Mais aujourd'hui, la question, j'ai là sous les yeux l'éditorial d'un des plus grands journaux français, Le Monde, et le spécialiste de l'outre-mer qui s'appelle Patrick Roger. Bon. Et qu'est-ce qu'il écrit? La Constitution, on parle de la Constitution des groupes d'outre-mer, la Constitution de ce groupe sonne comme un cinglant désaveu pour l'exécutif. Emmanuel Macron et ses gouvernements n'ont pas réussi à établir une relation de confiance avec les territoires ultramarins qui souffrent d'un sentiment d'abandon, de condescendance, voire de mépris, même si les attentes diffèrent, bien sûr, même si les attentes diffèrent d'une zone à l'autre. Bon, alors, je vous épargne le reste. Bon, alors, il dit la chose suivante, et c'est là que je ne suis pas d'accord avec lui, il dit de toute façon, avant de parler des questions institutionnelles, il faut parler des questions de développement économique. Bon. C'est une tarte à la crème. Je m'excuse. Hein. Non, mais je t'en prie, Michel. C'est une tarte à la crème. C'est pas un beau mot. que l'on nous sert depuis 20 ou 30 ans. Dès que l'on Comme veut. le changement institutionnel aussi. Mais oui, non. C'est une tarte à la crème aussi. Non, ce n'est pas une tarte à la crème. C'est une revendication de dignité. On est indigne responsabilité. On est indigne quand on ne demande pas de changement institutionnel. Alors, dès que l'on ne veut pas apporter des changements structurels dans la nature des relations, parce que la question qui est posée, c'est quelle est la conception que l'État, quel qu'il soit, que ce soit Macron, que ce soit Mélenchon ou un autre, quelle est la vision que l'État a avec ces différents pays d'outre-mer. En Polynésie, il y a 3 députés indépendantistes. En Corse, 2 députés autonomistes. Bon. Ça veut dire la Guyane a posé la question de l'évolution institutionnelle. Et les députés qui ont été élus, les 2 députés qui ont été élus, ont comme mandat posé cette question. Bon. Par conséquent, la vraie question, en face, on avait une ministre de l'Outre-mer, elle a préféré devenir présidente de l'Assemblée nationale. Bon, très bien. Le poste est différent quand même. Hein? Oui. Tu as hésité entre ministre et puis présidente au choix. Bon, alors, on peut apprécier différemment, oui. Mais ce que je veux simplement dire, ça montre bien qu'il n'y a pas de vision. Comme dit le chroniqueur du journal Le Monde, il n'y a pas aujourd'hui à la tête de l'État français une vision claire de ce que veut faire l'État français à l'égard de l'outre-mer. Je te rejoins tout à fait. Manque d'imagination. Je prends un exemple. Alors, le congrès, avant que je n'oublie, c'est le 12 et le 13, mais c'est l'annonce. C'est l'annonce. 12 et 13 juillet. C'est l'annonce. Et puis ensuite, il y aura des consultations, la commission ad hoc, des consultations, etc. On pense qu'il y aura une deuxième époque qui va se dérouler pendant le mois de
de septembre, ça peut aller jusqu'en octobre, hein, puisqu'il y aura une succession, il y aura bien évidemment le diagnostic, il y aura des entretiens, il y aura une discussion pour voir quels sont les outils qui sont imaginables, et puis, comme disait Michel, les solutions qui peuvent être des propositions à faire à l'État et au gouvernement en matière institutionnelle. Bon, mais je prends un exemple simple. Les sargasses. Tant que les sargasses sont en mer, c'est le problème de l'État. Les sargasses sont un écosystème, c'est vrai. En dessous des sargasses, il paraît qu'il y a des poissons. Je ne suis pas pêcheur, mais bon, il y a des poissons, c'est un écosystème à protéger. On dit à l'État, mais les sargasses se rapprochent de la côte. Et le représentant de l'État en Martinique, il ne réagit pas. Et puis quand les sargasses arrivent sur le littoral, eh bien ça devient le problème de la municipalité. Parce que toutes les odeurs nauséabondes, toutes les pollutions olfactives, et puis tous les déboires sanitaires, etc., sont des problèmes. Même si ils ne voulaient pas traiter le problème, parce que le trait de côte appartient à l'État. Mais les nuisances dues à la présence des sargasses, ce sont les populations qui les subissent. Non, ça c'est pour l'outre-mer seulement. Parce qu'on rappelle-toi ce qui s'est passé dans le nord de la France, en Bretagne. Oui, tout à fait. En Bretagne, on a trouvé tout de suite une solution. Les algues vertes. Ils ont fait ça très rapidement. Il y a un cheval qui est mort, il a respiré, il est mort, et tout de suite, le problème a été réglé. C'est chez nous qu'on laisse ça comme ça. Mais ceci étant dit, on voit bien que ce problème-là, ce problème-là caractéristique, il montre que l'État a des compétences qu'il n'exerce pas, mais qu'il ne veut pas céder au territoire. Voilà. Parce qu'il faut les moyens pour traiter ces problèmes-là. Mais on ne les a pas, les moyens. Je pense ce problème en particulier. Moi, à chaque fois que je vais sur la côte atlantique, je suis surpris avec la climatisation dans la voiture. Je me dis, mais c'est bizarre, il y a un petit fond. Et puis on baisse les vitres, on se rend compte que les sargasses sont là. Oui, mais bien là. Alors, donc ce congrès, donc prochaine séance, ce sera en septembre. 12-13, voilà. Donc je pense qu'il y aura... ça sera annoncé. Mais pourquoi seulement 2 parlementaires il ne faut pas, la commission doit être constituée de plusieurs catégories d'élus, mais on ne peut pas non plus les multiplier, sinon les réunir, ça devient un problème. Tu sais, quand tu fais un grand groupe, tu dis que la démocratie s'exprime davantage. Valérie est peut-être mieux placée comment pour savoir ça quand on est en commission syndicale. Le grand groupe, il est extraordinaire, mais pour réunir tout le monde. Donc là, on a un petit groupe de personnes qui seront choisies en fonction de pas mal de critères. Bien évidemment, le caractère d'élu, bien évidemment les sensibilités politiques, bien évidemment la proportionnelle en fonction des groupes d'élus, certainement des mairies qui correspondent ou des mairies littorales ou des mairies intérieures. Vous voyez, il y a des critères qu'il faudra retenir en fonction des problématiques territoriales. Bien sûr. Parce que chaque territoire a des caractéristiques qui sont propres. Alors, la 7e lance la procédure pour le choix d'un drapeau et d'un hymne. Alors, apparemment, le Lambi a cessé d'exister, c'est ça? Ah ben, il semblerait que... Le tribunal administratif l'a cassé, oui, tout à fait. À la demande de la SOPAMA, je crois, me semble-t-il. J'ai entendu ça aujourd'hui. Je ne sais pas. Mais peu importe. La décision a été annulée, absolument. C'est annulé. Alors, je ne sais pas. Moi, je pense que... Alors, il y a beaucoup de gens autour de moi qui se sont étonnés du fait que la CTM revienne sur le drapeau et l'hymne national. Non, je pense que juridiquement, ça s'explique totalement, Michel. C'est la continuité de la collectivité. Effectivement, la décision est annulée. Donc, le dossier revient devant la collectivité. À partir de là, je pense qu'il y a une commission qui va être mise en œuvre et les procédures vont être mises en place. Et moi, je ne trouve... Il n'y a rien de critiquable à cela. Et c'est surtout un juriste qui peut critiquer cet aspect des choses, Michel. Bien. Valérie, ton avis sur le drapeau, sur le Lambi? Pas sur le Lambi, sur le drapeau. Je vais éviter de donner mon avis sur le Lambi. Mais en fait, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'à partir du moment où il n'y a plus de drapeau, puisque le Lambi a été retoqué, il ne faut pas oublier que derrière, il y avait une demande des sportifs aussi. Voilà. Il y avait une demande des sportifs qui réclamaient, quand ils allaient à l'international ou bien d'avoir quelque chose qui leur ressemble. Donc, je suppose que cette fois-ci, la procédure sera respectée
et qu'on pourra avoir quelque chose qui rassemble le peuple. Je vois beaucoup de commentaires sur les réseaux concernant le fait que ce ne soit pas le moment, etc. Il n'y a pas de moment pour l'identité. Il n'y a pas de moment pour l'identité. Ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés économiques de tous ordres, avec un Covid qui revient, des difficultés, qu'on ne peut pas s'occuper aussi de notre identité, de ce que l'on est. Et c'est fondamental pour moi. Moi, sincèrement, je trouve ça assez fou que des personnes puissent penser que ce n'est pas le moment et qu'il y a autre chose à faire. C'est aussi le moment de s'occuper de notre identité, de ce qui nous représente, de l'hymne qui va nous représenter, des couleurs qui vont nous représenter. D'accord. Michel, sur ton avis sur ça, parce que tu faisais partie de la mandature qui a évoqué le langage. De toute façon, elle a dit l'essentiel, c'est que d'une manière ou d'une autre, peut-être que la procédure alors peut-être qu'on examine exactement ce jugement du tribunal administratif, sur quoi il s'est appuyé. Bon, peut-être que la procédure n'a pas été assez large, peut-être, donc la consultation, mais le principe lui-même, quand même, qui a présidé à ce choix de l'hymne, d'une part, et le drapeau, c'est effectivement le besoin qu'il y a des sportifs. J'ai parti par exemple dans la Ligue de karaté de la Martinique. Nous allons aller dans des compétitions internationales et nos athlètes ont besoin de se reconnaître, d'avoir un hymne, de chanter quelque chose, et que vous le vouliez ou non, ils ne veulent pas prendre le drapeau bleu, blanc, rouge et ni chanter la Marseillaise. Bien. Vous comprenez? Bon. Charles. Ils veulent autre chose. Oui, Charles, sur le drapeau. Non, mais moi, je rejoins ce qui a été dit. Alors, bon, il y a plusieurs définitions de la nation. Il y a la nation belliqueuse qui a été, pratiquée par Hitler, la nation pan-germaniste, etc. Et puis il y a la nation de renom. Ensemble de personnes qui partagent la même langue, la même histoire, les mêmes valeurs, coutumes, et qui désirent la même culture et qui désirent vivre ensemble. Ça se respecte, ça. Savoir, il y a des débats entre peuple, c'est us et coutumes, et puis loi. Le peuple est caractérisé par une singularité des coutumes, des us et coutumes, et puis des lois. Alors, les us et coutumes, c'est surtout dans le monde anglo-saxon. Et puis, la nation, comme je le disais, c'est un petit peu plus construit, avec une histoire, une langue, etc. Moi, cela ne me choque pas. Nos amis... je dis nos amis, je ne m'oppose à aucun Martiniquais, nos amis conservateurs ont du mal avec cela. Sans vouloir les brutaliser, les bousquer, on a quand même une identité. Je suis désolé, quand j'ai des invités à la maison, je fais un macadam avec un riz pâteux ou un tinamouri, mais c'est ce qui me ressemble. Alors, je suis bien évidemment du hummus, du taboulé. Tu seras invité. Mais bon, c'est ça. Et ce sont bon, je suis désolé, mais je bois du rhum, pardon. Je n'invite pas à boire du rhum, mais bon. L'abus d'alcool est dangereux. Oui, mais je te remercie. Oui. Mais bon, Vous avez remarqué que en bouteille, moins cher que 12 € ce bouteille, hein? C'est plus blanc. C'est plus dans les 17, c'est plus 17, 19 en ce moment. C'est chaud. Mais il ne faut pas oublier, la guerre de l'Ukraine est aussi passée dans nos territoires. C'est à bon dos. D'ailleurs, Michel-Édouard Leclerc a fait une déclaration récemment en disant que la guerre en Ukraine a bon dos. Et il demande une commission parlementaire. Oui, il demande qu'une enquête soit faite, notamment sur la spéculation en matière de carburant. Mais tout le monde, même les Dachines de chez nous là, la guerre est passée aussi. Tout le monde est venu cher. Alors, c'est le Festival de Fort-de-France. Est-ce que pendant les 2 ans que nous venons de passer, est-ce que le festival avait continué un petit peu? Oui, ça s'était pas arrêté? Non, il ne s'était pas arrêté. Par contre, il s'était adapté pour les horaires, il me semble, puisqu'il y avait eu
on était en confinement à partir d'une certaine heure, etc. Il y avait comment ça s'appelle, je Oui, ne me tout à rappelle fait. plus, le Oui, couvre-feu. le Couvre-feu. Et il s'était adapté en termes d'horaire des spectacles le soir. Et De puis jauge aussi. de jauge aussi, et puis d'obligation, de masques, etc. Mais il y a eu le festival. Le festival ne s'est pas arrêté. Hein. Bien. En tout cas, je suis toujours conseiller municipal. Le conseiller municipal est convoqué vendredi pour justement adopter les tarifs du festival de cette année. D'accord. Ouais. Donc, comme la guerre est passée par là, tu es en train de nous dire que ça va monter? Non. Je n'ai pas encore examiné. J'ai vu le Girard. Sans jeu de mots, là. Ça joue. J'ai regardé le dossier. Il y a une troupe ukrainienne d'ailleurs qui va venir dans le programme. Ah bon? Tu Oui. parles sérieusement? Oui, sérieusement. Ouais, ben, Ah ouais. Bon, ben voilà. Voilà, la guerre. vaut mieux que- non, ce que je voulais simplement dire, c'est que dans cette... elle a raison tout à l'heure de dire que c'est pas parce qu'il y a des problèmes qu'il faut oublier la question de l'identité La culture. La culture, oui. Alors, les députés de Martinique, le cumul des mandats, est-ce que parmi nos députés, il y en a qui devront abandonner des mandats? Oui, Ouais. oui. Alors. Le maire du prêcheur. Oui. Alors là, par C'est lui contre- qui a le choix le plus cornélien, je Ben trouve. oui. Entre lâcher la mairie ou lâcher La présidence de la CTM. commission, là. Ouais, c'est... Alors, la vice-présidence, hein, Oui, bien sûr. de la CTM, pas, Oui. pas Le mandat de conseil. le mandat de conseiller territorial. D'accord. Il est Comme le président- mandat de maire, hein, il peut être conseiller municipal. Il peut être conseiller municipal. Il est président de la commission sectorielle du développement durable. C'est ça. Oui, Mais effectivement. une effectivement. présidence de sectorielle aussi doit abandonner. Tu me parles de quoi Je alors parle de Nado Nado. Oui, Nando. Ben écoute, mais non, mais tu m'as dit de quoi, qu'est-ce qu'il devait lâcher alors? Non, parce que Ou la mairie, Je crois que c'est la ou la présidence de CTM. non, je Commission. dis, pour lui, Oui. il doit abandonner tous les mandats d'exécutif. Autrement dit, il n'est pas conseiller exécutif. Hein. ah bon, d'accord. Non, il n'est pas Voilà. conseiller exécutif. Mais aussi la vice-présidence de l'Assemblée aussi. Hein. S'il était vice-président de l'Assemblée, D'accord. il devrait abandonner aussi. D'accord. Ouais. Bien. Et alors ça, c'était pour M. Nado. Mais alors, j'ai cru comprendre que c'est le premier adjoint qui va le remplacer à la mairie. C'est peut-être un scoop que je vous donne, mais peut-être... Je sais pas. c'est le premier adjoint Je ne connais pas non plus. du prêcheur, probablement, qui va être maire au prêcheur. Giovanni William, lui, il est conseiller municipal et il est aussi Vice-président à Cap-Nord. vice-président à Cap-Nord. Donc lui, il devra faire un choix ou c'est bon? Ah, je t'avoue que je ne sais pas du tout. Vous savez pas? À ce que j'ai lu, il devrait abandonner la vice-présidence. Oui, Ouais. ouais. Bien sûr, c'est l'exécutif. Oui. Alors, ensuite, nous avons le député du Sud, M. Jean-Philippe Nilo. Rien ne change pour lui. Non, rien ne Entre change pour lui. l'ancienne, Non. ça rien ne reste pareil. Et Johnny. Johnny, C'est il est la même conseiller. chose aussi à la Et CACEM. quatrième adjoint. Hein. Quatrième adjoint et à la CACEM aussi. Et à la CACEM. Et il me semble qu'il a aussi la présidence. Il est directeur de la SOAM, ex-CEMAC. C'est MAF. Oui, mais ça rentre en jeu, ça? Non, je pense. Je ne sais pas. Directeur, non. Certainement président, non? Ouais. Il est pas il est- Président. Président. C'est quand même une grosse structure. Hein. Oui. Mais cependant, je pense que c'est quand même une bonne chose pour que les gens puissent véritablement exercer leur mandat de député, hein, qu'ils lâchent des choses et se consacrer à quelque chose. On peut pas saupoudrer un petit peu partout. Enfin bon, ça c'est mon opinion, mais bon, il y a la loi aussi qui exige certaines choses. On a parlé du festival, donc on revient au sommaire que Manuela nous avait préparé parce que Quand même. là, comment vous dites ça en politique, on a fait un dossier sur table, on m'a donné une feuille pour faire un dossier sur table. Alors, étude d'impact de la crise sanitaire sur les comportements de consommation des Martiniquais, c'est la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Messieurs, dames, on commence donc par vous, madame. Ben, j'ai trouvé que c'était une étude fort intéressante. Fort intéressante que j'ai regardée, puisque Manuela nous l'a fournie, avec 60 et quelques pages, mais bon, il a fallu quand même regarder. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'il y a une certaine modification des comportements des Martiniquais face à la consommation, mais pas tant que ça, en fait. À ce que j'ai vu, on a l'impression qu'en fait, avec la crise sanitaire, et notamment pour tout ce qui est les dépenses qui sont prioritaires, ils s'inquiètent davantage de leur santé
Donc, on fait plus attention à sa santé, à la traçabilité des produits, à savoir à l'impact aussi environnemental. C'est devenu quelque chose d'important, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un territoire dans lequel il y a beaucoup de difficultés économiques, qu'au bout du bout, ce qui va pousser le Martiniquais à faire le choix, ce sera le prix aussi. Il y a des problèmes de prix. Mais par contre, ce que je note, c'est que c'est encore la culture qui est le plus en difficulté, la restauration. Et ça, c'est inquiétant parce que beaucoup de Martiniquais ne vont plus au restaurant. Et moi, je vois aussi, même dans mon comportement quotidien, j'y allais beaucoup plus souvent avant la crise sanitaire. Je suis plutôt une femme qui ne fait pas à manger, machin, donc je vais beaucoup au restaurant. J'y vais beaucoup moins depuis la crise sanitaire, même si je ne fais toujours pas à manger. Non, mais... Oui, Michel. Non, ce n'est pas un scoop que lorsque un pays subit un choc économique important, il ne faut quand même pas oublier qu'en 2020, et en 2021, parce que le véritable choc en réalité économique pour la Martinique, c'était plutôt 2021 que 2020. Bon, c'est en 2020, en 2021, que nous avons eu près de 1000 morts. Entre juillet et septembre 2021. Bon, enfin, 1000 morts à l'hôpital. À l'hôpital. Enfin, on a 978, je crois, là. Tout à fait. Alors, mais les économistes savent que dès qu'il y a un choc, il y a un choc à la fois économique, psychologique. Bon, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, les Martiniquais se sont concentrés sur l'alimentation. Et ils se sont heureusement un peu plus concentrés sur les produits locaux. Ça, c'est une bonne chose. Justement, parce que les produits locaux ont une image de produits plus frais et d'être meilleurs pour la santé. Alors, c'est une image seulement aussi. À vérifier avec le chlordécone. À vérifier. Bon. Et puis, mais le problème, c'est, comme l'a dit, le problème, c'est les prix. Bon. Donc, alors, ce qui manque dans cette étude, alors, je ne sais pas, j'ai une version, on m'a dit qu'il y a une version plus détaillée. Moi, j'ai la version qu'on nous a donnée, 64 pages. Il paraît qu'il y a une version de 120 pages. Parce que ce qui manque dans cette version, c'est le comportement, les changements de comportement suivant les catégories socio-professionnelles. Ah oui, nous sommes dans une société de classe. Oui. Tu as raison. Ben oui. Bon. Et suivant les niveaux de revenus. Quand on a, il est certain qu'on n'a pas le même comportement de consommation vis-à-vis du panier alimentaire, quand on a 1 500 € par mois et quand on a 3 500 € par mois. Donc, alors, il semblerait que dans la version longue de cette étude, il y a ces éléments-là. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que, bon, on connaît les résultats. Bon, le résultat, c'est qu'en réalité, il y a eu une baisse du pouvoir d'achat en 2020, en 2021. Bon, tu parlais du diagnostic pour le Congrès. Eh bien, parmi les diagnostics, il y a le fait qu'il y a eu un recul, il y a eu une accentuation de la pauvreté. Hein? Bon, que cette étude de la Chambre de commerce, apparemment, ne semble pas intéressée. Bon, je donne un petit coup de griffe de classe. Mais la question de la pauvreté s'est accentuée. Et, en tout cas, il y a d'autres études, notamment celle de l'INSEE, qui montrent ça. Philippe, ton avis sur ça? Mais je trouve que l'initiative est excellente. Parce qu'il faut bien savoir, n'est-ce pas, dans quel sens nos commerçants doivent aller, quelles sont les nouvelles habitudes. Et oui, je partage tout à fait l'analyse. J'ai l'impression, est-ce qu'il y a une modification au niveau du comportement ou au niveau de la conscience, n'est-ce pas? J'ai plutôt l'impression que c'est au niveau de la conscience. Effectivement, c'est le problème de la santé qui est mis en avant, les produits frais, mais je ne vois pas apparaître de différences fondamentales. De changements brusques. Voilà, ouais. tout à fait. Peut-être que c'est progressif,
Mais je trouve que cette étude, elle mérite d'être faite. Mais effectivement, il y a une version beaucoup plus longue, Michel, où l'on fait une distinction entre les catégories. Ah, bon. Mais je l'ai vais bien trouvé, aimé de l'avoir parce que trouvé. j'ai l'intention d'en publier des extraits dans Justice. Parce que ça me paraît, c'est le type de débat que nous devons avoir en Martinique, de faire, excuse-moi, de faire du cancan politique. Bien. Mais oui, c'est ça le problème. Et j'écris quand c'est MP, c'est MP. Tout à fait. Voilà. Alors, Charles, Non, mais c'est vrai. Parce que ce sont, à travers ces études-là, c'est la vie, en fait, c'est la traduction concrète de la vie On touche de du nos doigt la compatriotes. vie des Martiniquais et c'est sur ça qu'il faut agir. Voilà. Charles, Tout ce qui a été dit, j'y souscris totalement. Hein. On a, je pense, la même manière de voir les choses. Je souhaiterais ajouter, pour un petit peu compléter les propos, qu'il y a la pyramide de Maslow, la fameuse pyramide qui va critérier, qui va catégoriser les besoins. Alors, besoins physiologiques d'abord, besoins de sécurité ensuite, d'appartenance, d'estime et enfin, besoin d'accomplissement. Bon, je reste aux besoins physiologiques. Quand on est en période de crise, on va se réfugier effectivement vers l'essentiel, c'est-à-dire le manger, le boire, des choses dont on a besoin immédiatement. Et puis peut-être besoin de sécurité, s'assurer bien évidemment le gîte. Et mes amis commerçants que j'ai à Fort-de-France ou dans les communes me disent que il y a moins de ventes. Alors je dis mais comment, où est le rapport entre la vente et puis la crise Covid? Ils me disent, mais s'il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de nouvelle robe pour madame. Et s'il n'y a pas de nouvelle robe pour madame, moi je ne commande pas et après je n'ai pas l'argent pour aller au restaurant, etc. C'est une sorte de spirale vicieuse qui fait que, à partir du moment où il n'y a pas un volume d'activité économique, je parle de l'exemple du commerce parce que j'ai pas mal d'amis dans le commerce, mais j'imagine ça, les restaurateurs c'est pareil. Il y avait des jauges, etc. Enfin, vous imaginez un petit peu par quoi on est passé. Il fallait mettre un masque pour arriver, gel hydroalcoolique, c'était une galère épouvantable. Vous asseyez, on enlève le masque une fois qu'on est assis, mais c'est pas possible. Enfin bon. faut pas se mettre debout. Faut pas manger. Enfin, ouais. moi, je plains les célibataires en dehors du talent de Michel qui n'a pas de souci pour. Mais c'est difficile d'être célibataire. C'est difficile d'être célibataire. Non, mais c'est vrai. Comment faire une rencontre? Bon. C'est compliqué, ça s'est estompé un petit peu. Hein. Excuse-moi, oui, tout à fait. Je crois. Mais dans ce que tu dis, le commerce, moi j'ai été frappé par le fait, je ne sais plus où j'ai lu cette étude, que sur Fort-de-France, la moitié des antennes est fermée. Oui. Elles sont fermées. Oui. Il y a plus d'antennes, un peu plus d'antennes fermées que de commerce ouvert. Oui. D'antennes commerciales ouvertes. Il paraît que c'est faux en termes de chiffres. Hein. Qu'il y a plus de commerce fermé que de commerce ouvert. Il paraît que c'est complètement faux. Hein. Ah bon. C'est un article de France Antilles et apparemment France Antilles est allé un peu au-delà de la vérité. Ce n'est pas scientifique. C'est ça. Ouais. Mais quand je me promène en ville, j'avoue franchement... c'est vrai qu'il y a des difficultés qu'il ne faut pas balayer. Il y a des difficultés. J'ai un point de repère, la rue Victor Hugo. Au cas de la rue Victor Hugo, en commerce de fermé. Tout à fait. Même plus. Oui, mais toi qui es économiste, on ne peut pas s'arrêter sur ça. Il faut vraiment compter le nombre d'antennes pour savoir vraiment combien sont fermées, tout ça. Il faut confronter l'analyse scientifique et le vécu. Et le ressenti. Et le ressenti, tout à fait. Parce qu'au-delà de la crise du Covid, il y a aussi le problème de violence, de ceci, cela. Les commerçants, des fois, ont peur, ils ferment beaucoup plus tôt leur commerce maintenant. Hein. Mais à 17 heures, je crois. Je voulais revenir, oui. Non, mais il y a des commerçants qui ferment dès 15 heures. Enfin, à partir du moment où la ville commence à perdre ses charlans, les commerçants ferment. Ouais. Mais je voulais revenir sur un problème, par exemple. Vous avez un commerce à Fort-de-France, la clientèle est de plus en plus grande. Bon, vous arrivez à payer votre patente, vous arrivez à payer vos loyers, etc. Mais la mairie, qui fait son travail, demande un ravalement de façade. Le ravalement de façade, c'est 3 000 €. Hein. Il faut aller trouver 3 000 €. Je veux dire, c'est vraiment une crise spiralaire, quoi. À partir du moment où il y a moins d'activité, il y a moins de tout. Et le peintre qui doit faire le ravalement, il n'est pas payé, ou alors il ne vient pas, etc. Les économistes appellent ça les coûts fixes. Voilà. Tu as des coûts fixes. Oui. Par conséquent, dans les coûts fixes de l'État, comment résoudre ça? Comment résoudre ça?
Eh bien, les économistes appellent ça la croissance. Mais oui, c'est-à-dire qu'il faut... Pouvoir d'achat, payer plus les gens, tout ça. Autrement dit, il faut augmenter les salaires. Ben oui. Avec les augmentations de salaire, je vais aller au restaurant, je vais payer une robe. À Doudou. Je ne dirais pas non plus, ton regard était dirigé de quel côté sur la table? C'est toute dame mariée, messieurs. Tout à fait. En tout cas... Et puis je suis en capacité de me payer mes robes aussi. Et ma pas payer bien en grand bleu. Vous voyez un petit peu comment les dames sont vraiment autonomes aujourd'hui. Tu as vu ça, hein, t'as vu ça. Dans l'étude en question, ils vont très bien, ils vont jusqu'à nous dire que les paiements en carte bleue ont fortement augmenté pendant cette période. Il faudrait savoir si c'est à débit différé ou bien c'est tout de suite. Et il faudrait aussi avoir des précisions. Hein, ça vaut le coup. C'est une étude qui vaut le coup d'être lue. Oui. D'être lue, et pas seulement par des économistes, mais par des sociologues. Ouais. Et analyser. Ouais. Alors nous avons beaucoup de points, on va passer à un autre point, on va commencer par Philippe. Le tribunal administratif condamne l'État pour négligence fautive. Mais puisqu'il y a un maire, rejette... Pardon? Il y a deux décisions qui sont semblables, mais elles ont été rendues le même jour, c'est le mardi 28, sur la chlordécone et sur le Covid-19. Ok, d'accord. C'est très simple. Oui. Sur les masques. Les masques. C'est pas grave, n'est-ce pas, de dire que l'État est fautif du moment qu'on fait disparaître le préjudice ou le lien de causalité. Parce qu'il y a un vieux principe en droit, c'est le vieil article 1382 du Code civil. Tout fait quelconque de l'homme qui cause autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Donc 3 éléments pour la responsabilité: un fait, un dommage et un lien de causalité. Bon, s'agissant de la chlordécone, n'est-ce pas, il y a des négligences fautives. Mais l'indemnisation ne peut pas être mise en place parce que le préjudice est un préjudice moral d'anxiété qui est de plus en plus admis. Hein, mais le lien n'est pas suffisamment fait. Okay? Donc, s'il n'y a pas de lien, la faute demeure, mais pas de réparation. Alors, s'agissant de la Covid-19, même chose. L'État est fautif pour ne pas avoir fait de stock suffisant de masques pour l'épidémie, pour n'avoir pas recommandé le masque, mais la transmission du virus est aléatoire. Ok, le Covid est là, mais on ne peut pas mettre le lien de causalité entre le Covid, n'est-ce pas, et la faute. Alors voilà, c'est le courage des juridictions administratives. Mais c'est intéressant, s'agissant de la chlordécone, parce que là, quand même, on avance. Oui. On avance. Ok, il y a des juridictions qui estiment que ce comportement constitue une faute. Donc s'il y a faute... Et nous sommes en matière civile. Là, c'est la justice administrative. Ouais. Justice administrative. Alors, il n'y a pas de lien direct, mais c'est quand même une avancée, à mon avis, importante. Alors, s'agissant de la chlordécone, j'ai entendu un scoop, je ne sais pas si c'est vrai, à Mano, sur lequel que les stocks de chlordécone qui n'avaient pas pu être distribués à la Martinique, il paraît qu'ils auraient retraversé l'Atlantique pour aller en Afrique. Je ferme ma parenthèse. Alors voilà. À l'inverse des vaccins, puisque voilà donc s'agissant des deux décisions importantes, mais chlordécone, c'est à mon avis une avancée importante. Alors, si l'État, enfin, si le tribunal dit, comment il dit ça là, c'était à la mode ces derniers temps. Quoi donc? On allait rejeter la plainte, le terme m'échappe. La prescription, le non-lieu. Donc, est-ce qu'ils peuvent encore, est-ce que ça ne va pas peut-être Ce ne sont pas les mêmes juridictions, ce n'est pas le même ordre juridictionnel. C'est une autre procédure, je crois, celle-là. Oui, oui, ça n'a rien à voir avec la procédure pénale. Hein. Ça n'a rien à voir, ok? Mais incontestablement, ça peut avoir une influence. Et l'influence notamment sur l'appréciation de la prescription. Car je discutais avec un ami avocat, défenseur des victimes, et il me disait que la prescription ne tient pas. Mais enfin bon, le juge pénal veut se réfugier
derrière la prescription, bon, je pense qu'il hésite. Hein, parce que quand il va le faire, ça va faire du bruit dans nos pays. Croyez-moi. Nous sommes au bord, là, je ne sais pas comment vous analysez ça, mais d'une véritable explosion. Bien sûr. Voilà ce que j'ai à en dire, Manu. Merci, maître. Alors, Non, mais monsieur le rédacteur il a en dit chef. l'essentiel. Nous sommes en matière civile, nous ne sommes pas en matière pénale, mais j'ai entendu hier Administrative. Alors, c'est l'ordre administratif. Hein, bon, j'ai entendu quand même l'avocat qui défend cette cause. Il a quand même dit que, et j'ai entendu aussi Harry Durimel. oui. Ils ne sont pas très d'accord, hein, les deux là. Oui, alors bon, Il y a une histoire d'argent, je Oui, crois. à mon avis, il y a une histoire d'argent. Ouais. Bon, c'est-à-dire que pour le fameux préjudice d'anxiété, moi j'avoue que j'ai du mal à prouver ça. Hein. Il dit que 90% des gens ont été en Martinique, ont plus ou moins été contaminés par le chlordécone et par conséquent, il y a un préjudice d'anxiété. Bon, le préjudice d'anxiété, il est plus ou moins propagé par les médias. Bref. Alors quand tu dis preuve, effectivement, il y a du mal Mais à c'est prouver. ça le problème. C'est ça le problème. Mais il y a de l'anxiété. Hein. Mais bien Il y a de sûr. l'anxiété. Bien Mais, sûr. en fait, il me semble que les gens qui ont été victimes de l'amiante, il y a eu ce préjudice d'anxiété. C'est autre chose. Pour l'amiante, oui, j'entends, mais bon, on ne peut pas non plus, en tant que Martiniquais, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des vies qui ont été brisées, il y a eu des cancers, il y a eu beaucoup d'anxiété vis-à-vis du chlordécone. Il me semble que, je ne sais pas, j'ai l'impression, je ne suis pas du tout juriste après la brillante démonstration de Philippe, mais qu'il y a des possibilités Tout de à fait. prouver qu'il y a ce préjudice d'anxiété. Si on a réussi à le prouver pour l'amiante, Mais bien why sûr, not? il existe pour l'amiante. Il existe ce préjudice-là. Il On l'a il- réparé. il- Il il- est beaucoup plus difficile de le faire admettre, il a- semble-t-il, il- pour la chlordécone. Moi, j'ai envie de dire pour les Antilles. J'ai envie de dire pour les Antilles. Oui, oui. Pour la glande thyroïde, le médicament de l'évothyrox, bon, le lien de causalité avec le cancer, ça c'est autre chose. Non, c'est autre chose. C'est autre chose. Attention, hein. Ouais, c'est pas prouvé, mais bon. Ah bon, C'est autre chose. c'est quand même autre chose. Oui, mais Philippe est avocat, toi... J'étais. Je veux dire, mais le Martiniquais qui nous écoute là ce soir, on dit oui, c'était le chambre, c'est pas ce tribunal-là, c'est pas ce... Non, mais- Pour lui, c'est l'État français qui est en faute. Pour tous ces trucs-là, il ne comprend pas ces divergences-là. C'est difficilement c'est difficile, compréhensible. mais bien sûr, Même bien pour sûr. le juriste que je suis, Bien bon, il me semble que le juge admet la faute lorsqu'il n'y a pas de préjudice à répandre. Qu'est-ce que c'est que la n'existe pas. preuve? C'est beaucoup plus confortable, hein. Philippe, qu'est-ce que c'est que la preuve? Une preuve, parce que le mot même de preuve, la démonstration de la preuve, c'est compliqué en la matière. Pour la chlordécone, Oui. ils ont refusé le préjudice d'anxiété sur le fondement, j'ai lu très rapidement, parce que les personnes n'avaient pas résidé, avaient résidé moins d'un an, alors n'ayant pas résidé Les plaignants. suffisamment, donc ils considèrent que le préjudice est difficilement existant. Enfin bon. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, le vulgum pecus, on va pas. Oui. Qu'est-ce Bon, que ça mais veut dire? Franchement, c'est... Non, mais c'est pourquoi il y a plusieurs organisations et on retrouve le débat entre Harry Durimel et cet Et l'autre, avocat. oui. C'est que beaucoup disent que Harry Durimel, qui est aussi maire de Pointe-à-Pitre, hein? Avocat et maire de Pointe-à-Pitre. voilà. Donc beaucoup disent que selon le choix de la procédure selon le choix qu'on a fait de la procédure, on a plus ou moins donné l'occasion d'aller, en gros, à l'État français d'échapper à ses responsabilités. Voilà. Et Ah, ben oui. Valérie a dit quelque chose que vous n'avez pas entendu, mais moi, très sincèrement, le Conseil représentatif des associations noires, c'est de ce dont tu parlais, il s'est saisi des choses quand Valérie disait tout à l'heure que de toutes les façons, comme ça concerne les populations antillaises, bon, c'est moins Noires. grave. Voilà, tu dis noir, bon, c'est beaucoup moins grave. Moi, ce que je regrette, c'est que ça donne l'occasion aux populistes de critiquer la fameuse justice coloniale. Voilà. Dans ce cas-là, c'est ça. Il est facile de dire, mais c'est de la justice coloniale. Et c'est un drame parce que justice coloniale, donc suspicion,
Et donc cette justice coloniale-là, on va l'incriminer pour toute décision de justice qui sera pourtant fondée. Parce qu'il y a le doute qui a été instillé par cette décision-là et qui sera reprise par les propagandistes. Non, mais ceci dit, moi je faut être positif. Ce qui est reconnu dans cette affaire, c'est la faute de l'État. Oui. Ça c'est quand même premier un pas. pas. C'est un pas sur le. Bon, même si les jeunes n'y comprennent rien, on peut quand même dire ce soir, dans notre émission, que le combat des Martiniquais pour la reconnaissance de la faute de l'État a fait un pas en avant. Je suis d'accord avec toi. On peut le dire. Tout à fait. Alors, grève de l'audiovisuel public contre la fin de la redevance et la fusion de toutes les entités. Alors, la redevance. Alors, si vous voulez en dire un mot sur ça. Si Grégory peut mettre le document que j'ai amené. C'est ça? Oui, voilà, exactement. La redevance sert à quoi? La redevance sert à payer les chaînes l'audiovisuel public. L'audiovisuel public. Et ce document-là, je l'ai pris, donc c'est le mode diplomatique. Et bon, c'est pas assez lisible, mais je peux quand même. Quand vous avez des noms, donc je dis Crédit Mutuel, je dis Famille Lemoine, Famille Orsan, Bernard Tapie, Xavier Elie, Édouard Couturier, Famille Bouygues, Famille Pinault, etc. Je prends la famille Bouygues, je remonte la liste et je regarde, ils ont TF1, ils ont LCI, ils ont HD1, ils ont TMC. Bon. Pourquoi est-ce que j'ai proposé ce document-là? Alors, je prends un autre exemple. C'est la famille MON, M-O-H-N. Quand on remonte, eh bien, ils ont le groupe RTL, ils ont M6, ils ont W9, ils ont Sixter, pour dire qu'il y a à peu près une cinquantaine de familles là, Pierre Berger, etc., famille Bettencourt, l'Opinion, bon. Il y a une cinquantaine de familles. Bernard Arnault, comme je vois aujourd'hui, le Parisien Magazine et le Parisien, le journal économique. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je parle de ça. C'est parce que quand on n'a pas des médias financés par l'État et par les finances publiques. Les finances publiques, on a des médias qui sont dépendantes des groupes téléguidés qui eux-mêmes reçoivent de l'argent de leur publicité, enfin de leurs annonceurs, c'est-à-dire des publicistes, enfin des groupes qui font de la publicité dans les journaux. Et donc ce sont des groupes qui défendent des intérêts de catégorie. Et pourquoi est-ce que c'est grave? C'est parce qu'à partir du moment où on n'a pas les subventions publiques pour défendre un service public de l'audiovisuel et de l'information, eh bien on va tomber dans l'escarcelle de ces personnes qui vont traiter l'information en fonction des diffuseurs qui empruntent leur voix publicitaire. et des ordres qu'ils reçoivent. Et des ordres, mais c'est ça. Et pour aller plus loin, des ordres qu'ils reçoivent. Les Guignols de l'info ont disparu de Canal+. C'était une émission que je ne ratais jamais, parce que je les trouvais caustique, brillant, etc. Le nouveau propriétaire de Canal+, il a fait les Guignols de l'info disparaître. Parce qu'on lui a demandé de faire les Guignols de l'info disparaître. Voilà, c'est ça la réalité. Mais, à partir de la semaine prochaine, ce ne sera plus sur Radio Caraïbes, ce ne sera plus Europe numéro 1 qui va donner les informations en caractère national. Ce sera RTL, premier groupe français. Ah ouais? Ouais. Bien. Alors, cependant, comme dit Macron, c'est un pognon de dingue tout ça. Et moi, ce que je retiens, en tout cas, en tant que responsable de Zouk Télévision, la redevance, on ne touche pas de redevance. Rien du tout. La redevance va aux chaînes publiques. C'est-à-dire toutes les chaînes nationales là, sauf TF1, M6, enfin les chaînes publiques qui touchent cet argent-là. Si je dois faire un comparatif, je vais regarder ce qui se passe en Martinique, je ne vais pas aller me comparer à TF1, on se dit cela. Mais ici, quand à l'époque, il y a déjà quelques années, en plus de la redevance que touchait RFO à l'époque, en plus qu'ils avaient 20 millions
20 millions. Ils avaient que l'État, c'est-à-dire que par année, ils avaient 20 millions plus de la redevance. Alors, De dotation de l'État. de dotation de l'État, parce qu'il faut payer des salariés, il faut payer ceci, il faut payer cela. Maintenant, est-ce que les résultats sont probants par rapport à cette somme-là qu'on dépense? Parce que c'est pour ça que ça fait un moment que cette histoire-là, Sarkozy déjà voulait supprimer la publicité sur les chaînes publiques. Bon, ça a capoté au dernier moment. Parce qu'on peut se demander sur ce pognon de dingue-là, et puis on regarde le résultat par rapport à des toutes petites chaînes de télévision qui ne touchent que dalle. Il faut bien que les gens comprennent ça, parce que quand ils nous appellent pour nous dire cet après-midi, par exemple, il y a un problème de son sur le canal SAT, puis quand on dit nous, parce qu'il y a un problème de son, mais on n'a pas 2-3 appareils de secours pour qu'un appareil flanche, qu'on mette notre appareil tout de suite, c'est là, il faut voir les choses, nous sommes une petite télévision. Moi, sincèrement... Ça ne touche pas. C'est pas que ça me touche pas, mais je me dis que quelque part, ce ne serait que justice que cette redevance télévisuelle-là soit distribuée à toutes les télévisions. Ah oui. Par contre, oui. À ce C'est pas niveau-là, normal. oui. Non, qu'elles soient supprimées, je vais dans le sens de ce que disait Charles Chamas. En réalité, bon, les syndicats de journalistes de l'audiovisuel, ils défendent l'indépendance de l'information du secteur public. Et quelque part, on parlait de démocratie, de citoyenneté. La citoyenneté s'appuie sur une information relativement indépendante. Alors, quand je regarde ça, Et voilà. Bon. Alors, ce n'est pas parce qu'on va supprimer la redevance que ça va améliorer la situation des petites chaînes de télévision. C'est autre chose. Bon, c'est autre chose. On supprime la redevance, mais par ailleurs, l'État dit qu'il va compenser. C'est pas on supprime la redevance et rien. Bon. C'est pas Mais exactement l'État ça. ne compense jamais à hauteur de ce qu'on a perdu. Naturellement. Et puis, petit à petit, avec les budgets qui sont en régression chaque année, on va nous dire que telle chaîne va disparaître, telle autre chaîne va disparaître. Et dans le etc. même temps, on est en train de réduire le nombre de journalistes dans toute une série de chaînes. Tout à fait. Bon. Mais moi, je regarde un petit peu ce que l'intersyndicale dit. L'intersyndicale dit que sur le modèle de ce qui s'est fait en Europe, dans les pays nordiques, il aurait fallu élargir l'assiette, en fait. Parce que, en fait, on paie la redevance quand on a une télévision. Mais il y a plein de gens qui échappent à la redevance, surtout aujourd'hui, Avec les portables, Internet, les les portables, les tablettes, les ordinateurs, etc. Donc, si on élargit l'assiette, que tout le monde paye, ça va faire beaucoup moins d'argent pour chacune des personnes et chacun des foyers. Oui. Et c'est vers ça plutôt qu'ils vont. à fait. Pour pouvoir essayer de maintenir, parce que ce sont aussi des promesses de campagne de Macron, il ne faut pas l'oublier, puisque c'était dans le cadre du pouvoir d'achat, etc. Il a dit qu'il fallait enlever une taxe... C'est démago. Voilà, un truc démago, alors qu'on a besoin de cette indépendance de l'information. Même si des fois, j'ai tendance à croire que certaines chaînes publiques et certains journalistes ne sont pas si indépendants que ça. Tu parles de nos chaînes ici? J'ai ou tu fermé la parles de la parenthèse. J'ai fermé la parenthèse. Non, mais moi, j'aime bien de temps en temps avoir un documentaire sur Arte. Oui. Ah oui. Vous comprenez? Ah oui. Bon. Et les thémas du mardi soir, c'est extraordinaire. Bon. Et ça, aucune chaîne privée ne peut donner ça. Hein. Et les émissions littéraires de 22h, 23h, etc. Il n'y a que sur le service public qu'on voit ça. Hein. Parce que Arte, ça... c'est une chaîne aussi associée à Allemande. l'Allemagne. C'est une Ouais, chaîne allemande. franco-allemande. Franco-allemande. Ouais. Franco-allemande. Tout à fait. Enfin. Notamment, justement, pendant la période on a parlé beaucoup de complotisme, ils ont fait un travail scientifique sur la question de la vaccination et du Covid qu'on n'a pas retrouvé sur les autres chaînes. Hein. Bon. Ouais. En tout cas, j'ai cru comprendre que le président Letchimy semble recevoir toutes les télévisions pour voir de quelle manière il peut, de manière équitable, aider toutes les télévisions, de ce que je sais. Non, mais c'est une bonne chose parce que franchement, il y a un sérieux problème dans ça, en tout cas pour nous aux Antilles. Il y a un véritable problème concernant cette histoire-là. Mais bon. Très bien. Alors, ensuite, le gouvernement met fin au gel du point d'indice des fonctionnaires.
Je vous regarde sourire, je sens que vous êtes Je vais heureux. laisser Valérie parler, mais c'est bon. C'est une... Regarde le sourire de Valérie, messieurs. Combat de longue haleine. C'est presque une Combat de provocation. longue haleine, bien évidemment, mais bon, quand on voit une augmentation de 3,5% alors que l'inflation est bien supérieure, on est à 5,3%, je crois, et 7%, bien sûr, c'est un premier pas. Il faut dire les choses aussi comme elles sont. Mais ça fait combien de temps qu'on a gelé l'indice? Depuis 10 ans. Sarkozy, il y a 10 ans, eu ouais. une petite augmentation avec Hollande, 2 fois 0,6%, 2 fois 0,6%, le truc de dingue, 1,2% d'augmentation. Et pendant 5 ans, ça a été vraiment la traversée du désert. Ça a été la traversée du désert. Mais bon, on voit quand même le niveau de mépris, quoi. 3,5%, c'est le truc... Est-ce que ça va s'appliquer aux retraités? Alors, il y a une augmentation pour les retraités. Il me semble que c'est 5% pour les retraités. Ah. Ouais, il y a une augmentation qui est prévue aussi. Mais ça, c'est pas dans le cadre de l'augmentation des fonctionnaires. Mais pour les retraités, il y aura une augmentation. Mais dès demain, hein, vous avez À touché ça dès partir demain, de- c'est ça, le 1er juillet. Fin juillet, ouais, à partir de fin juillet, puisque... Non, enfin, oui, d'accord, dès le voilà, 1er sur juillet, le, ok. le salaire. Mais bon, nous considérons, en tout cas pour ma fédération, la FSU, que c'est largement insuffisant Bien sûr. et qu'il faut évidemment travailler sur les grilles de salaire, les indices, les points d'indice. Il faut travailler sur ça, surtout quand, voilà, ce n'est plus un secret pour personne. Dans l'éducation nationale, les salaires sont très, 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 très bas, Ouais. avec des niveaux d'études élevés. Donc, c'est un premier pas, c'est vrai, il faut pas mentir, mais bon, face au monde actuel et face à l'inflation, bon, c'est presque le truc ridicule. Charles? J'abonde tout à fait. Hein. Dans le sens de ce que Valérie a dit, moi je ne comprends pas. On décourage les jeunes à rentrer dans la fonction publique et notamment dans l'éducation nationale. C'est un découragement. Hein. Quand dans les années 90 ou les années 80, un enseignant commençait à 1,8 SMIC. Aujourd'hui, un enseignant commence à 1,3 1,3. SMIC. Ouais. C'est-à-dire que, bon, 1,8, c'est quasiment un tiers de... Et le métier, en plus, il est plus dangereux maintenant. Mais je me permets de faire Je un préfère lien. dire qu'il est plus difficile parce que dangereux, c'est vrai qu'il y a toujours des cas, des cas de violence, mais c'est quand même pas notre quotidien. J'aime pas donner cette image-là de notre métier. C'est quand même pas notre quotidien, même si c'est vrai que c'est un métier difficile parce que la société est difficile. Bien, je note. Oui, Non, Michel. non, je me permets de faire un lien macroéconomique. Donc, 3, c'est 5% hein, d'augmentation. Oui, moi, depuis juin. Depuis juin. Oui, alors, non, je fais un lien entre cette augmentation ridicule, il faut dire les choses telles qu'elles sont, ridicule après un blocage et particulièrement dur dans le secteur de l'éducation nationale. Et puis, un sujet que nous avons là, on nous dit que le gouvernement réduit son objectif de croissance à 2,5% du PIB. Du PIB, ouais. Bon, autrement dit, il y a un lien entre les deux. Mais oui. C'est-à-dire que, d'un côté, en réalité, on est en train de nous annoncer, en fait, une récession. Le gouvernement est en train de manipuler les chiffres. L'INSEE dit que lorsqu'il y a une croissance trimestrielle négative pendant 2 trimestres de suite, on est dans ce qu'on appelle une récession. Donc, or, à l'heure actuelle, les États-Unis viennent d'entrer en récession. Bon, autrement dit, dans tous les pays occidentaux, la France résiste un petit peu parce qu'il y a eu les mesures de bouclier, qualité-prix, bouclier, il y a les mesures concernant la prime de 18 centimes pour l'essence. les carburants. Donc ça a ralenti, ça a permis à la l'aide aussi France pendant de ne le pas... Covid. Mais dans la zone euro, l'inflation, c'est pas 5,8%, c'est 7%, 8%. Les États-Unis, c'est 8,9%. Autrement dit, les grands argentiers sont en train de freiner, pour freiner l'inflation, on augmente les taux des grandes banques, notamment le Federal Reserve Board, la BCE, etc. Donc,
À partir du moment où on augmente les taux, ça freine l'économie. Et c'est ça qui explique pourquoi, là, la France est sur le point d'entrer en récession. Donc, ce qui était proposé, par la NUPES, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il fallait relancer l'économie par l'augmentation des salaires, notamment les salaires de la fonction publique. Il me semble que Fabien Roussel était dans la NUPES. Tout à fait. Ah bon? Tout à fait. Tout à fait. Mais Il fait des déclarations curieuses quand même. Hein? Il fait des déclarations un petit peu curieuses depuis qu'il est élu. Il fait des déclarations de communistes. Bon. En tout cas. Donc ça veut dire que les déclarations des communistes sont curieuses? Mais il n'est pas obligé de s'aligner sur Mélenchon. Oui. Tout à fait. Il aurait pu le dire avant les élections. Pardon? Non, Il aurait pu le dire avant les Allez. élections. On l'a dit avant. Il a attendu d'être élu quand même. Ah ben oui. Ben oui, ouais. quand même. Ben ouais. Oui, Charles. Non, mais la crainte, c'est l'étape d'après, c'est-à-dire la dépression. La récession, c'est effectivement les deux trimestres consécutifs de ralentissement de l'activité économique. Et la dépression, après, c'est le ralentissement généralisé avec la baisse de la production de richesse, c'est-à-dire le bien de services, et là, l'augmentation massive du chômage, etc. Mais très sincèrement, il faut que ce congrès se fasse de manière à voir comment on s'organise le plus rapidement possible pour régler nos problèmes en interne. Parce que moi, de plus en plus, je vois les choses tellement sombres. L'horizon, il est vraiment très nuageux. Et Bouché. Il est bouché. Il est Complètement très bouché. bouché. Tout à fait. Alors, Tout à concrètement, ça veut dire quoi pour les Martiniquais, tous ces grands termes? Inflation, La dépression, récession, c'est 2 trimestres consécutifs de ralentissement d'activité économique. La dépression, c'est une récession aggravée. Quel impact sur le pain quotidien du Martiniquais? L'augmentation des prix, la rareté des échanges, L'augmentation du chômage. l'augmentation du chômage. Quand on n'a plus d'activité économique, il y a des licenciements. S'il y a des licenciements, il y a augmentation. L'inflation, les produits sont rares, donc les produits Augmentation des prix, sûr. l'inflation. Alors, pour répondre à ta question, effectivement, l'inflation, c'est l'augmentation du niveau général des prix. Ok. Ce n'est pas simplement l'augmentation d'un prix. Bon, tu peux avoir l'augmentation du carburant sans qu'il y ait un phénomène d'inflation. Par contre, ce qui se produit et qui est nouveau dans les pays occidentaux, en France, en Allemagne, aux États-Unis, dans la Grande-Bretagne, c'est qu'on a un retour de l'augmentation générale du niveau des prix. Et qui, par conséquent, ça pose un problème de pouvoir d'achat, et que, parce que les salaires ne suivent pas. Ce qui provoque une baisse de l'activité, donc ce dont il parle, donc la récession, le recul de l'activité, le recul de l'économie, et qui peut provoquer, si ce recul de l'activité continue, une dépression. Et les économistes, beaucoup d'économistes disent que tous les éléments sont accumulés là avec le fait qu'on a distribué de l'argent. Tout à fait. Il y a une bombe à retardement dans le monde entier pour qu'il y ait une explosion financière. Bien. Alors, il y a 3 types d'inflation pour compléter. Il y a l'inflation par les coûts, avec la raréfaction des carburants, par exemple, provenant du gaz et du pétrole provenant de Russie, etc. Bon, l'Arabie Saoudite ne va pas ouvrir son pétrole. Hein. Les producteurs de pétrole, là, sont en train de se faire des oreilles en or, pour ne pas dire autre chose. Et donc ne riez pas. L'inflation par les coûts. Et il y a l'inflation par la monnaie, c'est-à-dire comme on a fait fonctionner la planche à billets pour donner l'illusion d'une possibilité d'entretenir une consommation et d'entretenir une activité économique. C'est comme ça quand Biden, en faisant marcher la planche à billets, donne 800 millions d'euros à Zelensky. Mais ça, donner davantage d'argent, ça donne quoi? Ça donne une dépréciation de la valeur monétaire. Puisqu'on donne plus d'argent, il y a beaucoup plus de masse de monnaie en circulation, donc la valeur de la monnaie diminue. Et si la valeur de la monnaie diminue, vous achetez moins, sa capacité libératoire est moins importante, donc vous achetez moins avec la monnaie. Autrement dit, il y a une inflation, il y a une double inflation par les coûts avec la crise
en Europe, par la monnaie, parce qu'on a distribué de la monnaie, et donc cette monnaie-là, comme elle est beaucoup plus importante sur le marché, eh bien, elle va favoriser la baisse de sa valeur, donc il y aura une deuxième inflation, et puis cette inflation-là, la troisième inflation, c'est l'inflation par la demande, qui est plus saine, hein. L'inflation par la demande, c'est quand l'activité économique permet de consommer. Mais là, on n'est pas dans une inflation par la demande parce que les gens n'ont pas les moyens. Quoi. Alors, la dépression, est-ce que l'Europe, enfin la France, a connu une période de dépression dans les dernières années? 2009. En 2009. C'est ça qu'on appelle la crise. La crise. La fameuse crise. Et aux États-Unis Aussi. Il y a eu les subprimes. La crise Voilà, des c'est subprimes, ça. c'est Voilà. ça. C'est pour... Bon, beaucoup d'économistes craignent qu'on soit, comme expliqué tout à l'heure Charles, avec l'accumulation de l'argent facile Mais oui. créé par les banques centrales, donc j'ai cité la Federal Reserve Board, c'est-à-dire la Banque centrale américaine, La BCE. la BOE, la Banque centrale, pour ne pas oublier les Anglais, hein, Boris Johnson. Bon. Oui. Et puis la BCE, la Banque centrale, européenne, ce que l'on craint, c'est que cette accumulation d'argent serve à la spéculation. Et c'est ce qui explique pourquoi il y a une spéculation à l'heure actuelle sur les cours du pétrole brut. Et d'ailleurs, il y a toute une série de... Y compris Macron commence à dire, mais peut-être qu'il faudrait fixer un prix maximum pour le cours du pétrole brut. C'est-à-dire que les partisans du système libéral sont en train de mordre leur chapeau là. Alors, j'ai une bonne nouvelle quand même. Mais j'espère que Michel va confirmer. J'ai une bonne nouvelle. Les gens qui ont des dettes, qui ont emprunté de l'argent à la banque, Ah oui. à taux fixe, des gens qui ont emprunté pour acheter leur maison à 1,5, 1,4, etc., eh bien, leur emprunt ne bouge pas. Et donc, eux vont gagner, Bien sûr. puisque les remboursements seront les mêmes. Par contre, comme il y aura les rémunérations qui vont augmenter, ces gens-là vont gagner beaucoup d'argent. Enfin, gagner relativement. Enfin, disons que au bout de 15 ans, le remboursement mensuel peut être divisé par 2. C'est le moment de renégocier les prêts, tu veux dire? Tout à fait. Non, surtout Non, pas. faut pas. Parce que Parce que les taux sont en train d'exploser. monter. Voilà, c'est ça. D'après ce c'est qu'on ça. dit, c'est le moment de se lancer dans l'immobilier. Bon. Alors, ceux qui sont endettés, je dis bien, surtout ne remboursez pas, voilà. ne remboursez pas. Laissez courir vos emprunts, vos mensualités. Si c'est sur 15 ans, c'est bien. Si c'est sur 20 ans, vous faites un pactole. Parce qu'avec cette inflation-là, au bout du compte, votre traite, votre remboursement mensuel, eh ben, il vous coûtera quasiment la moitié de ce que vous avez contracté. Puisque vous restez à 1,7, alors que l'inflation autour de vous, ça sera 4-5 par année. Au bout de 10 ans, ça fait 50%. Le salaire augmente avec et vous restez avec votre petite traite. Hein. Donc c'est quand même une bonne nouvelle pour les gens qui ont contracté un emprunt. Tout à Bien. fait. Eh bien, avec cette bonne nouvelle, on va parler de l'avortement. L'avortement à la fin de l'arrêt, je ne sais pas s'il faut dire où, c'est pas. Hein, Roe. Ouais. aux États-Unis. Alors, on est en train de revenir sur cette loi aux États-Unis où les femmes pouvaient combattre, là encore un combat acharné pour obtenir ce droit. En fait, c'est ce que l'histoire nous montre, qu'on n'est jamais à l'abri d'un recul. On n'est jamais à l'abri d'un recul dans les droits qui ont été acquis. Alors, Et le truc, c'est que, par contre, il y a quelque chose qui est positif à mon sens, c'est que la France veut mettre dans la Constitution voilà, c'est ce que j'avais française. demandé. Voilà. Et ça, il me semble que c'est important. Parce que ça, c'est pas dans la Constitution américaine, je crois. Non. Ça fait pas partie, voilà. C'est la Cour suprême. C'est la Cour suprême. Mais pardon, je ne suis voilà. pas totalement de l'avis de... Moi, je le De suis Valérie. parce Oui, je vais que dire pourquoi. malgré... Ouais, bon, peut-être que même si c'est dans la Constitution, on peut passer outre, j'en sais rien, mais bon, j'espère que ce sont toujours des démocrates qui auront à la tête de l'État. Mais quand je vois le Rassemblement national et l'hypocrisie qui fait que, oui, ils sont d'accord, etc., alors que dans leur projet, en 2012, ils disaient qu'il fallait dérembourser l'IVG.
En Ils le 2012. disaient, leur projet aux élections présidentielles. Ils disaient qu'il fallait dérembourser. Et aujourd'hui, dans la volonté de lisser les idées qui sentent mauvais du Rassemblement national, on fait comme si on est pour. Mais bon, alors je n'ai peut-être pas la lecture juridique. Non, c'est pas du droit. Mais moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose de positif, surtout que les LFI avaient déjà proposé plusieurs fois et que l'État, celle qui est devenue qui est au perchoir maintenant, elle avait refusé, et c'est elle qui avait refusé un des amendements qui avait été proposé par LFI. Oui, alors. Et ça T'as peur. Non, mais C'est-à-dire que je trouve que c'est tellement hypocrite. La République en marche est tellement hypocrite, quoi. C'est elle-même qui... Alors, c'est par là que je vais prendre le truc. Oui. Je vais commencer par là. D'accord. Effectivement, lorsque j'ai entendu M. Macron dire qu'il fallait effectivement protéger le droit à l'avortement, à partir, n'est-ce pas, de ce qui se fait aux États-Unis, j'ai dit, c'est merveilleux, il fait encore un coup fantastique. Oui, bien sûr. Il continue. Il fait un coup politique. Qui me dit non? Non, absolument. Alors là, il prépare le truc, et effectivement, il met une dynamique. Mais je me pose la question de façon plus globale et plus large. Là, l'histoire, c'est le mouvement du balancier. On est allé extrêmement loin, n'est-ce pas, dans un certain libéralisme. Et à partir de là, tu as des mouvements conservateurs. Oui, aux États-Unis. Oui, mais qui va se dire ailleurs. Et qui va réagir, ok? Et effectivement, devant ce danger, effectivement, on peut penser qu'il est sage de le protéger. préserver au niveau de la Constitution. Mais je prends un autre argument inverse. Bon, si maintenant on fait des réformes constitutionnelles de façon impulsive, on dénature la Constitution. Mais c'est très français. Alors il y a plusieurs aspects et je crois qu'il faut les envisager. Mais sur le point de la protection du droit, oui. Mais il faut envisager ça sous les différents aspects et c'est un sujet à discussion. Simone Veil doit se retourner dans sa tombe, Michel. Oui. Non, mais en réalité, il faut bien comprendre ce que dit tout à l'heure Philippe sur le phénomène de balancier. Aux États-Unis, manifestement, on est en face d'un courant conservateur très profond. Il ne faut pas oublier quand même que toutes les églises évangéliques sont derrière cette question de l'avortement. Et c'était le fonds de commerce de Trump. Bon. Par conséquent, il y a un mouvement de fond anti-avortement qui est un mouvement ancien aux États-Unis et qui s'est traduit par le fait que Trump ayant été élu président, il a changé la composition, le rapport de force au sein de l'organe qui s'appelle la Cour suprême. Il a nommé quoi? 3 juges, je crois? Voilà, il a nommé 3 juges conservateurs. Et ces juges-là sont là ad vitam aeternam. Hein? Exactement. À vie. C'est-à-dire que Bougla peut mort juge. Donc c'est ça le fond du problème. Et ce qu'il faut craindre, c'est que tu as parlé tout à l'heure du Front National. C'est le même courant que le courant Tout à Trump. fait. Ah oui. C'est exactement le même courant. Oui, tout à fait. Alors, D'accord. pour des raisons de rapport de force, tu as parlé de Simone Veil, etc. Pour des raisons de rapport de force, ils n'osent pas trop le dire, mais ils sont partisans, parce que derrière ça, c'est la théorie du grand remplacement. Et pour combattre la théorie du remplacement, il faut faire des enfants. Et donc, on est contre l'avortement. Vous comprenez? Donc, Bien. et il y a quelque part un lien entre ce qui passe aux États-Unis et, bon, peut-être que la Constitution n'est pas nécessairement la garantie absolue, mais néanmoins, ce sera un obstacle de constitutionnaliser la question de l'avortement dans un pays comme la France. Tu vois?
Alors, L'histoire Charles, bégaye. pour finir. Ben oui, l'histoire bégaye. Moi, les gens qui disent que le Front National, etc., c'est pas grave et tout, là, on est en train de voir ce qui se passe aux États-Unis avec l'avortement. Rien n'empêche que demain, le Front National soit élu et puis ils reviennent. Je vous donne 3 exemples. Christophe Benz, Laure Lavalette et Pierre Villepino sont des députés français aujourd'hui du Rassemblement National qui se sont déjà prononcés pour la suppression du droit à l'avortement. Et on se dit, ah oui, il ne peut pas y avoir de guerre en Europe, etc. Ben, Poutine a attaqué, et demain, ça sera le Turc Erdogan. Enfin, on a l'impression qu'on est toujours à l'abri. Ce n'est pas vrai du tout. Parfois, l'histoire bégaye. Et les choses reviennent. Vous jetez quelque chose dehors par la porte, ça revient par la lucarne ou par la fenêtre, et vous êtes surpris. C'est ça, en fait, la réalité. Donc, personnellement, je trouve ça tragique. Le droit à disposer de son corps est quand même quelque chose de sacré. Imaginez, bon, moi, dans ma famille proche, très proche, j'ai quelqu'un qui se réjouit, mais pour des raisons religieuses. Mais imaginez le fruit d'un inceste ou d'un viol. C'est tragique quand même. Ouais. C'est tragique. On ne peut pas condamner quelqu'un à vivre toute sa vie avec ce problème-là. C'est pas possible. Au-delà de l'inceste ou du viol, qui sont souvent des exemples qui sont donnés, c'est tout simplement le choix de quelqu'un. Oui, tout à fait. Mais quand tu dis ça, regarde ce qui se passe au Brésil. Au Brésil, on a un président qui est anti-avortement. Oui, tout à fait. Donc, ça veut dire que sur les avancées, je dirais, démocratiques, on peut avoir des retours en arrière. Pour espérer que Lula sera élu au mois d'octobre. Juste un dernier mot. Oui. Surtout ne pas faire de référendum sur cette question-là parce que ça provoque un déchaînement incroyable. Quand je regarde ce que ça a provoqué pour le mariage pour tous, ça n'enlevait absolument rien aux autres personnes et pourtant, il y a eu pendant des années des manifestations, etc. Et patati, patata. Alors, oui. Les gens se déchaînent, ça provoque des passions. Donc il faut que le législateur prenne ses responsabilités, effectivement. La petite fille de l'Église, la France. Non, mais Merci beaucoup. c'est comme la question de la peine de mort. Ce sont des questions sur lesquelles la démagogie est possible. Donc, à Badinter, Mitterrand ont eu du courage, en 81, à faire voter l'abrogation, parce que s'ils étaient passés par le référendum, Ah, mais c'était non. c'était non. 80% de la population française était Ouais. contre. Oui, absolument. Mais jusqu'à maintenant, hein. Jusqu'à Oui, maintenant, jusqu'à Jean. Merci à tous les 4. Une fois de plus, vous avez été brillants. Oh. Et les téléspectateurs, les téléspectatrices et téléspectateurs, on vous remercie chaudement. Merci beaucoup, Valérie, Merci Manu. D'avoir- Merci tout le monde. été le soleil de cette émission aujourd'hui. C'est ça, j'ai du jaune aujourd'hui. Merci à vous, messieurs. Passez un excellent week-end à tous. Merci à Grégory, merci à Marvin. Marvin, si on dit bien Marvin. Pas de... C'est pas Ali Marvin, hein. C'est pas les Marvin, c'est pas le Marvin non plus du bas des pommes cannelle. C'est Ah bon, Marvin d'accord, Toko, d'accord. Marvin. Voilà, excellent week-end à tous. Bye bye. Au revoir. Au revoir.